La géo-ingénierie, c'est peut-être l'une des idées les plus folles, les plus audacieuses et aussi les plus controversées pour essayer de contrer le changement climatique. On va regarder ça de plus près. Alors, de quoi on parle au juste? Eh bien, l'idée centrale de la géo-ingénierie, c'est de manipuler volontairement le climat de la planète, à très très grande échelle. Là, on ne parle plus seulement de réduire nos émissions, non, on parle d'intervenir directement sur la machine climatique elle-même. Et là, forcément, ça divise. Ça crée deux camps, mais alors radicalement opposés. D'un côté, il y a ceux qui crient « Attention, on joue aux apprentis sorciers ». Ils ont peur qu'on déclenche des choses incontrôlables, des conséquences qu'on ne pourra jamais annuler. Et de l'autre côté, il y a ceux qui y voient une sorte de solution miracle. Une carte sortie de prison qui nous permettrait d'éviter tous les efforts, souvent coûteux, pour réduire nos émissions. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on a dans la boîte à outils du géo-ingénieur? En gros, il y a deux grandes approches qui se dessinent. La première, c'est l'élimination du dioxyde de carbone. Là, l'idée, c'est de s'attaquer à la racine du problème. On va carrément retirer le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. La deuxième approche, c'est la gestion du rayonnement solaire. Et là, c'est différent, on ne touche pas au CO2. On traite le symptôme, la fièvre de la planète, en déployant une sorte de gigantesque parasol pour renvoyer une partie des rayons du soleil dans l'espace. Et cette distinction, elle est super importante, parce que derrière, il y a deux philosophies complètement différentes. D'un côté, on essaye de nettoyer, de réparer la cause du mal en aspirant le CO2. De l'autre, on est beaucoup plus interventionniste, on met un pansement sur la fièvre en jouant avec le thermostat solaire de la Terre. Alors, pour retirer le CO2, on a plusieurs idées. La plus classique, bien sûr, c'est de planter des arbres, des forêts entières. Mais on pense aussi à des trucs beaucoup plus high-tech, des machines, des sortes d'arbres synthétiques qui pourraient littéralement aspirer le CO2 de l'air. Il y a d'autres pistes comme enfouir du charbon de bois spécial pour stocker le carbone dans le sol, ou même fertiliser les océans pour booster le plancton. Pour la gestion du soleil, là on entre carrément dans la science-fiction. L'idée la plus étudiée, c'est d'envoyer des avions injecter des particules dans la stratosphère pour imiter l'effet refroidissant d'une grosse éruption volcanique. Il y a aussi l'idée de rendre les nuages plus blancs en y pulvérisant du sel de mer. Et puis le top du top, des miroirs géants en orbite. Bon, il y a aussi des choses plus simples, comme peindre tous les toits en blanc. Ok, tout ça peut sembler un peu fou, un peu lointain. Mais attention, la modification du temps, ce n'est pas que de la théorie, ça existe déjà et c'est même un business en plein essor. Prenons l'ensemencement des nuages. Le principe, c'est de faire pleuvoir là où on en a besoin. Et ce n'est pas du tout futuriste, c'est une réalité aujourd'hui. Plein de pays le font déjà pour combattre la sécheresse. On peut penser à la Chine, aux Émirats arabes unis, ou même à certaines régions des États-Unis. Et c'est un marché qui explose. Regardez ce chiffre, 260 millions de dollars. C'est ce que le marché de l'ensemencement des nuages pourrait peser d'ici 2032. Pourquoi une telle croissance? Tout simplement parce que le manque d'eau devient un problème de plus en plus pressant partout dans le monde. Ce graphique, il illustre parfaitement cette dynamique. On voit bien la progression, les gouvernements, les entreprises privées, tout le monde investit de plus en plus là-dedans. C'est bien la preuve que modifier la météo, c'est quelque chose qui est pris très très au sérieux. Et qui est-ce qui tire ce marché? Eh bien, ce sont des besoins très concrets. Les gouvernements qui luttent contre la sécheresse, bien sûr, mais aussi le secteur agricole qui a besoin d'eau pour les récoltes, les compagnies d'électricité qui gèrent des barrages, et derrière, il y a des entreprises très spécialisées qui sont devenues des leaders dans ce domaine. Mais voilà, l'ensemencement des nuages, ça reste assez local. Le vrai problème, c'est quand on imagine passer à l'échelle planétaire. Là, on n'ouvre plus une simple boîte à outils, on ouvre la boîte de Pandore, et les risques deviennent gigantesques. Le point le plus angoissant, c'est ce qu'on appelle le choc terminal. Imaginez, on déploie notre parasol solaire, on refroidit la planète, et pour une raison ou une autre, on doit arrêter. Une guerre, une crise, peu importe. Eh bien, la planète se réchaufferait d'un coup, à une vitesse folle, un véritable choc. Et ce n'est pas tout. On risque de dérégler complètement les pluies, comme les moussons en Asie et en Afrique. On pourrait aussi abîmer la couche d'ozone. Et bien sûr, ça pourrait déclencher des conflits géopolitiques majeurs. Et ça nous amène à la question qui tue. Qui va tenir le thermostat du monde? Si un pays décide de se lancer, qu'est-ce qui arrive à ses voisins? Qui décide? Qui appuie sur le bouton? Et surtout, qui est responsable si ça tourne mal? Il faut savoir que cette idée de contrôler la météo, elle n'est pas nouvelle et elle a un passé assez trouble. Pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine a mené des opérations pour essayer de prolonger la saison des moussons et ralentir l'ennemi. Ça a créé un énorme scandale à l'époque, tellement que ça a mené à un traité international en 1977 qui interdit carrément d'utiliser l'environnement comme une arme de guerre. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse, sur notre place à nous, les humains, sur cette planète. De plus en plus de scientifiques disent qu'on a changé d'époque géologique, qu'on est entré dans l'Anthropocène. C'est l'idée que l'humanité est devenue la force dominante qui transforme la planète, au même titre que les volcans ou les plaques tectoniques. Et là, ça pose un argument assez fort.
L'idée, c'est on fait déjà de la géo-ingénierie, mais sans le vouloir. En polluant, on a déjà changé le climat, alors est-ce que ça ne nous donne pas la responsabilité, voire l'obligation, d'intervenir volontairement cette fois pour essayer de réparer les dégâts? La géo-ingénierie serait en quelque sorte l'antidote à notre propre poison. Mais bien sûr, ils ont une vision complètement opposée, une vision qui nous appelle à plus d'humilité, inspirée de paroles comme celle d'Albert Schweitzer « Je suis vie qui veut vivre au milieu de la vie qui veut vivre ». Ça change tout, non? L'idée, ce n'est plus de chercher à contrôler la nature, mais de se voir comme une partie d'un ensemble bien plus grand et d'apprendre à vivre en harmonie avec lui. Alors, au final, qu'est-ce que c'est la géo-ingénierie? Est-ce que c'est une sorte de plan B nécessaire, une bouée de sauvetage qu'il faut absolument développer au cas où, ou est-ce que c'est une distraction hyper dangereuse, un pari fou qui nous détourne de la seule chose qui compte vraiment, réduire à la source notre impact sur la planète? Vaste question.